24 novembre 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Info. Dans les informations de ce jour, commençons par la page sportive. Le groupe A a ouvert hier les phases de poule du tournoi Viva Football plus 40 ans, également appelé Viva Football vétéran. Chaque groupe est composé de 4 équipes et les 2 premières se qualifient directement pour les quarts de finale. Dans le groupe A, ce sont donc les équipes du FC Fiadanamang et ex-Scoop Digital qui ont décroché les 2 premières places. Anzara Donavel nous en dit plus. La première rencontre qui a lancé ce tournoi Viva Football, réservé aux joueurs de plus de 40 ans, opposait Légende FC, en maillot jaune sur l'image, à Stevie Bâtiment, en tenue noire. Le match a été disputé entre ces 2 équipes et le seul but inscrit a été celui de Légende FC dans les dernières minutes de la première période. Le score final a été de 1-0, donnant la victoire à Légende FC. Les 2 équipes ont toutes affirmé vouloir se rattraper lors des 2 matchs restants. Cependant, les 2 équipes que l'on vient de voir n'ont plus remporté le moindre match dans ce groupe, puisqu'elles ont toutes 2 été battues respectivement par ex-Scoop Digital et FC Fiadanamang. Voici donc les résultats enregistrés dans les phases de poule du groupe A. Ex-Scoop Digital et FC Fiadanamang, match nul. Ex-Scoop Digital 2-1 contre Légende FC. Stevie Bâtiment a été vaincu par FC Fiadanamang sur un score de 4-2. FC Fiadanamang a vaincu Légende FC sur un score de 2-1. Et Stevie Bâtiment a été vaincu par ex-Scoop Digital sur un but de 2-1. Ainsi, voici les points dans les groupes A. Ex-Scoop Digital 9 points, FC Fiadanamang 6 points, Légende FC 3 points et Stevie Bâtiment 0 points. Dans un tout autre sujet, parlons à présent économie. Hier, le navire Atlantique Keeper a quitté le port de Tuamasne, devenant le premier bateau à transporter des litchis destinés à l'exportation vers l'Europe pour cette campagne 2025. La société de manutention des marchandises conventionnelles, ou SMMC, qui opère au sein du port, est chargée de la mise en place et de l'expédition des marchandises pour ce premier départ. Des mesures strictes encadrent la sécurité et la qualité de la filière litchi afin de garantir le respect total des normes face à la concurrence sur le marché international des produits malgaches. Il est à rappeler que la campagne officielle de récolte du litchi a été ouverte le 20 novembre dernier. Toucher au bois de rose, qu'il s'agisse des stocks déjà coupés ou encore sur pied, n'est pas une solution pour Madagascar étant donné les engagements que nous avons pris au niveau international avec la CITES. Nous disposons également de la loi 2005-018 qui protège les animaux et les plantes menacées en lien direct avec les espèces relevant des annexes 1 et 2 de la CITES. Oserons-nous transgresser cette loi? Les organisations de la société civile œuvrant pour la protection de l'environnement resteraient-elles silencieuses? Les détails avec Jean-Claude Indjemalal. Entre 2010 et 2014, l'exportation de bois de rose de Madagascar vers plusieurs pays asiatiques a atteint un niveau excessif, poussant la CITES à tirer la sonnette d'alarme. Cette organisation internationale a déclaré que le bois de rose était classé espèce menacée en raison de l'exploitation incontrôlée et de la réduction progressive des forêts. La CITES souligne que le bois de rose contribue à la stabilité des forêts, sert d'abri et de nourriture aux animaux et joue un rôle dans la préservation des sols et de l'eau. La diminution de ces arbres peut entraîner une dégradation écologique majeure, affectant d'autres plantes et animaux partageant le même écosystème. Plusieurs lois régissent déjà la protection des animaux et de la forêt à Madagascar, comme la loi 2005-018 sur les animaux et plantes protégées. Les experts en environnement concentrent également leurs recherches sur la réduction du braconnage, de l'exportation illicite et de la destruction des habitats naturels, en s'appuyant sur des lois telles que la loi 2006-400 sur la protection de la faune et de la flore et la loi 2015-005 sur les aires protégées. D'autres textes encadrent également la protection environnementale, notamment la loi 2015-053 relative à la pêche et aux ressources aquatiques. Même si les conventions internationales ne punissent pas directement, elles doivent être appliquées en cohérence avec les lois nationales. Parmi celles-ci figure la convention CITES sur les espèces menacées, encadrée à Madagascar par la loi 2005-018, qui prévoit divers types de sanctions. Le décret loi 60-128 est également fondamental pour définir les infractions environnementales. Il précise les procédures, les peines, ainsi que les autorités compétentes, OPJ des forces de l'ordre, agents des eaux et forêts, magistrats, CSPI pour la pêche, douane et bien d'autres. Selon ce texte,
Même les chefs de Fukuntani peuvent recevoir des dénonciations et les transmettre aux autorités judiciaires. En revenant à la loi 2005-018 et à la CITES, l'annexe 1 correspondant aux espèces menacées d'extinction, comme les lémuriens ou certaines tortues, l'annexe 2 concerne notamment les bois précieux, les hippocampes, les concombres de mer et bien d'autres espèces. L'annexe 3 regroupe les animaux ou plantes dont le commerce nécessite des autorisations spécifiques entre États membres de la CITES. L'annexe 4 regroupe les espèces ne relevant pas des 3 premières catégories. Les infractions environnementales incluent l'absence d'autorisation légale pour exploiter, transporter, détenir, vendre ou exporter des espèces protégées. Les sanctions varient selon le lot de l'infraction et elles sont particulièrement sévères lorsqu'elle a lieu dans une aire protégée. Les peines vont de 2 à 10 ans de prison assorties d'une amende de 100 à 200 millions d'ariars avec possibilité de confiscation des produits ou animaux saisis. Il existe aussi des peines de 6 mois à 2 ans de prison accompagnées d'une amende de 10 à 50 millions d'ariars avec confiscation obligatoire. La pêche est régie par une loi spécifique, la loi 2015-053, modifiée par la loi 2018-026. Les amendes initialement prévues en devises étrangères en 2015 ont été remplacées par des montants en arrière. Les peines d'emprisonnement ont été supprimées, la pêche relevant désormais d'infractions économiques et non plus de délits pénaux. À la lumière de toutes ces lois, les trafiquants de ressources naturelles protégées ne devraient théoriquement pas pouvoir échapper aux sanctions. Madagascar compte de nombreuses organisations environnementales qui dénoncent régulièrement les violations des lois environnementales. Le pays détient d'importants stocks de bois de rose que les autorités n'ont jamais osé toucher depuis 2014 en raison de nos engagements avec la CITES. La CITES exprime ainsi son inquiétude. La mise en vente de ces stocks risquerait d'alimenter davantage l'exploitation illégale, certains étant tentés d'en profiter. Les organisations de la société civile et les associations environnementales oseraient-elles se lever et défendre la loi si une quelconque tentative de contournement venait à apparaître? Et puisqu'on parle environnement, en raison des différentes pressions exercées sur la forêt de Massoari, Vobel, sur le Tirbine, notamment les migrations qui entraînent la dégradation de la forêt, les autorités locales et leurs partenaires ont procédé à l'expulsion des personnes qui y vivaient illégalement. Une descente sur le terrain a eu lieu hier selon les explications du ministère de l'Environnement. Cette initiative vise à préserver cette forêt. Reportage de Mirvulat Sferen. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, l'OMC, le député, les partenaires ainsi que l'association des jeunes TAV, Tanura Arunvaok, du district de Bel-sur-Tirbine, ont procédé à l'expulsion des personnes installées illégalement dans la forêt de Massoariv. Après cette évacuation, un dispositif de surveillance sera mis en place ainsi qu'une campagne de reboisement pour restaurer la forêt. Selon les explications, l'objectif est de renforcer la protection de ces aires protégées et de mettre en place des solutions durables pour prévenir la destruction des forêts, source d'insécurité. Les opérations de terrain ont commencé hier dans la forêt des communes de Massoariv ou Antsim, Indimak et Amboualmen. Il est à noter qu'en plus de la forêt de Massoariv, la région Ménabé abrite aussi les aires protégées de Ménabé-Intimien, l'allée des Baobabs et le complexe forestier Ambunjumbe. Ces zones protégées renferment une grande variété d'espèces animales et végétales, dont certaines ne se trouvent qu'à Ménabé. Cependant, elles subissent des fortes pressions qui menacent leur biodiversité unique, notamment les migrations entraînant la déforestation, l'exploitation illégale, les feux de brousse et les incendies de forêt. Et dans la page faits divers, 5 zébus appartenant au village d'Ambalaba ou Fouktane, à Bourmian, district de Mananjin, dans la région d'Amour-Mani, ont été la cible d'une attaque de Daal le 21 novembre 2025. 3 des zébus ont pu être récupérés vivants par leurs propriétaires, tandis que 2 ont été retrouvés morts. Les recherches pour retrouver les Daal se poursuivent actuellement. Les détails avec Philena Rakotorsoul. L'enquête et les recherches visant à retrouver les dalles qui ont volé les zébus dans le village d'Ambalaba, Fouktane, Boumiar, dans le district de Mananjin, se poursuivent depuis l'attaque du 21 novembre 2025. Pour revenir sur les faits, le 21 novembre, des Daal ont attaqué le village d'Ambalaba, Fouktane, Boumiar, dans le district de Mananjin, dans la région Amour-Mani. Les malfaiteurs ont emporté 5 zébus. Les villageois ont immédiatement alerté la police nationale. Les habitants accompagnés des policiers ont alors commencé à poursuivre les Daal en direction de la zone d'Ambadfituran, empruntant la route pour laquelle les voleurs ont pris la fuite. Grâce à une réaction rapide et à la mobilisation collective, les Daal ont abandonné les 5 zébus en cours de route. 3 zébus ont été retrouvés vivants par les poursuivants, tandis que 2 ont été retrouvés morts. Tous ont depuis été remis à leurs propriétaires.
Il était rappelé que le vol de zébus est interdit par la loi et passible de lourdes peines d'emprisonnement. Le bateau de croisière Azamara Pursuit est arrivé aujourd'hui à Tolagna dans la région d'Anossi. Les touristes à bord visiteront les sites emblématiques et caractéristiques du sud-est de Madagascar et y découvriront la culture locale. Avant l'arrivée de ce paquebot, des préparatifs avaient déjà été effectués par les acteurs locaux du secteur touristique, entre autres l'inspection préalable des véhicules destinés au transport des visiteurs. Poursuivons ce journal dans la page sociale. La deuxième édition de l'enquête permanente auprès des ménages ou EPM réalisée par l'Instat sera menée à partir du mois de décembre jusqu'au mois de mars 2026. Cette enquête est un outil permettant de mesurer le niveau de vie des Malagasy afin de définir les indicateurs sociaux et économiques. Reportage signé Rose-Christelle Rakoutmelal. Conforme aux normes internationales de suivi du développement et participant directement aux efforts nationaux de réduction de la pauvreté, le PM, ou enquête menée auprès des ménages, joue un rôle essentiel. Le ministère de l'Économie et des Finances, à travers l'Instat, en assure la mise en œuvre. Pour cette deuxième édition, 200 agents seront mobilisés sur le terrain pour interroger environ 4000 ménages à travers le pays. Les questions portent sur la consommation, les revenus, l'emploi, l'éducation, la santé, ainsi que l'accès aux services de base, afin de contribuer à l'amélioration des politiques publiques et des programmes sociaux. Pour éviter toute tentative d'usurpation, les enquêteurs présenteront des documents d'identification officiels. Parlons à présent de la météo pour cette semaine. Selon le service météorologique, la formation d'averses orageuses sera plus probable dans plusieurs régions de l'île au cours de cette semaine. Des averses parfois accompagnées de tonnerres sont attendues de manière générale sur les hautes terres, les régions nord, centre-est et sud-est. Le temps restera globalement sec dans les autres régions, mais quelques averses isolées pourraient toucher le sud et le sud-ouest en fin de semaine. Face au risque de pluie cette semaine, Météo Madagascar encourage les habitants des zones concernées à collecter de l'eau pour les besoins quotidiens. Les températures oscilleront entre 13 et 26 degrés le matin et entre 27 et 38 degrés l'après-midi. Toujours dans cette page sociale, les droits de l'enfant ont été présentés aux partenaires ainsi qu'aux parents lors de la célébration de la Journée internationale des droits de l'enfant organisée jeudi dernier dans la commune rurale d'Ambatmé, district d'Antirabé 2. Il a été souligné à cette occasion que l'accès et le maintien des enfants à l'école constituent des droits fondamentaux. L'ONG SICAFE Nouvelle Planète apporte une contribution importante dans ce domaine, notamment à travers la construction et l'amélioration de nombreuses infrastructures ainsi que la formation des enseignants au sein de la ZAP Nabatmé. Reportage signé Jamson Ndjanarmanan. La commune rurale Nabatmé, district d'Antirabé 2, a célébré le jeudi 20 novembre dernier la Journée internationale des droits de l'enfant. Plusieurs activités ont marqué l'événement, mettant particulièrement en avant la sensibilisation des partenaires et des parents à ces droits. Parmi les droits fondamentaux des enfants figurent l'accès à l'éducation et le maintien à l'école. Cette célébration a aussi été l'occasion de présenter les actions menées depuis 3 ans par l'ONG SICAFE Nouvelle Planète dans la ZAP d'Ambatmé, notamment l'amélioration du système éducatif et de la qualité de l'enseignement. L'amélioration de la qualité de l'éducation se poursuit en collaboration avec l'ONG SICAFE Nouvelle Planète dans la ZAP d'Ambatmé. La construction et la réhabilitation des salles de classe ainsi que l'équipement des écoles se poursuivront dans les Fokuntan qui n'en bénéficient pas encore. Les formations destinées aux enseignants continuent également, accompagnées d'un suivi de terrain des enseignants formés. Avant les vacances de Noël, un examen d'évaluation sera organisé pour les enseignants ayant suivi les formations en vue de l'obtention d'un certificat qui contribuera encore à l'amélioration de la qualité de l'éducation. La célébration de la Journée internationale des droits de l'enfant de la commune rurale d'Ambatmé s'est clôturée par un spectacle gratuit. Et c'est ce qui nous conduit aux actualités internationales de ce soir. Soulagement pour une partie des familles. Au moins 50 des plus de 300 élèves kidnappés vendredi dernier dans une école catholique du Nigeria ont réussi à s'échapper. Le président nigérian a également fait savoir que 38 fidèles enlevés dans une église ont également été sauvés. Pour la fondatrice du mouvement Bring Back Our Girls, la répétition de ces faits traduit une faillite des autorités. Ces attaques non revendiquées ont ému jusqu'au Vatican. Reportage signé France 24.
C'est un soulagement pour une partie des familles. Au moins 50 des plus de 300 élèves enlevés vendredi dans une école catholique de l'ouest du Nigeria ont réussi à s'échapper. Nous sommes soulagés car le nombre d'enfants kidnappés a diminué. À présent, nous devons concentrer nos efforts pour réunir les 243 enfants restants avec leurs parents et faire également revenir les 12 enseignants toujours détenus. Pour le moment, l'école reste fermée. Le président nigérian a également fait savoir que les 38 fidèles chrétiens kidnappés récemment dans leur église ont tous été secourus par les forces de sécurité. Plus tôt dans la semaine, 25 jeunes filles avaient également été enlevées dans un lycée de l'État de Kebbi dans le nord-ouest du pays. Seule une d'entre elles est pour l'heure parvenue à s'enfuir. Pour la fondatrice du mouvement Bring Back Our Girls, créé après l'enlèvement de 300 jeunes filles par les djihadistes de Boko Haram en 2014 à Chibok, la persistance de ces kidnappings atteste d'une faillite des autorités. Au bout du compte, nous sommes tous en position de faiblesse si nous ne montrons pas que nous sommes tous solidaires pour dénoncer chaque enlèvement. Ce n'est qu'une question de temps avant que les kidnappings ne nous touchent tous. Aucune de ces attaques n'a pour l'heure été revendiquée, mais elles ont ému jusqu'au Vatican. Le pape Léon XIV a lancé dimanche un appel à la libération immédiate de tous les chrétiens kidnappés au Nigeria. Une frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth a tué le chef militaire du Hezbollah libanais, Haitham Ali Tabatabai. C'est le plus haut responsable du Hezbollah à être tué depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu il y a près d'un an déjà. Pour le mouvement chiite pro-iranien, Israël a franchi une nouvelle ligne rouge. France 24. Benyamin Netanyahou le confirme, le chef militaire du Hezbollah, Haitham Ali Tabatabai, est mort dans une frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth. Une annonce corroborée par le mouvement libanais. Tabatabai était un meurtrier de masse. Ses mains sont souillées du sang de nombreux Israéliens et Américains. Ce n'est pas pour rien qu'il y avait une prime de 5 millions de dollars sur sa tête aux États-Unis. Israël accuse le Hezbollah d'organiser la reconstruction de son pouvoir et appelle le gouvernement libanais à respecter son engagement à désarmer le mouvement pro-iranien, une des conditions du cessez-le-feu conclu en novembre 2024. Tsahal a récemment intensifié ses frappes dans les bastions du Hezbollah au sud et à l'est du Liban, mais c'est la première ce dimanche sur Beyrouth depuis le 5 juin dernier. Pour le mouvement chiite, une nouvelle ligne rouge a été franchie. L'explosion a semé un vent de panique dans ce quartier densément peuplé. D'un coup, il y a eu un bruit très fort. Ma maison est dans la 2e rue. Je suis venue m'assurer que tout allait bien car mes tantes habitent ici, dans cette rue, au 1er étage. J'ai frappé à leur porte, je les ai appelées, mais je n'ai aucune nouvelle. La frappe a fait plusieurs morts et de nombreux blessés. Le président libanais, Joseph Aoun, a exhorté la communauté internationale à intervenir pour mettre fin à l'offensive israélienne et empêcher une nouvelle détérioration de la situation dans la région. Et pour terminer cette page internationale, les négociations ont été productives hier dimanche 23 novembre à Genève. Selon les participants, les discussions entre Ukrainiens et Américains portaient sur le plan de paix de Donald Trump. Le secrétaire d'État américain se dit très optimiste. Les Européens ont soumis une contre-proposition qui suggère des modifications et suppressions comme le refus de reconnaître par avance des zones comme russe. France 24. Des négociations qui ont bien avancé ce dimanche, selon les participants. Les discussions entre Ukrainiens et Américains ont porté sur le plan de paix proposé par la Maison-Blanche. Le secrétaire d'État américain se dit très optimiste. L'échéance est claire, nous voulons terminer cela au plus vite. Idéalement, ce serait pour jeudi. L'important aujourd'hui, c'est que nous avons réalisé des progrès considérables, nous avons vraiment avancé. Nous voulons que ce soit fait rapidement, car pendant que nous gérons ce problème, d'autres personnes meurent. Plus tôt ce dimanche, les délégations ukrainiennes ont rencontré des représentants français, allemands et britanniques. Les Européens ont soumis une contre-proposition qui reprend chaque point du plan américain en suggérant des suppressions ou des modifications.
Le document, salué par les Ukrainiens, propose que l'armée ukrainienne soit limitée à 800 000 hommes en temps de paix, au lieu du plafond de 600 000 proposé par les Américains. Il précise aussi que les négociations sur les échanges territoriaux commenceront à partir de l'actuelle ligne de front, au lieu de fixer à l'avance que certaines zones soient reconnues comme russes. De son côté, Volodymyr Zelensky salue une journée de discussion riche et rappelle les priorités de l'Ukraine. Nos priorités sont les suivantes: une paix durable, une sécurité garantie, le respect de notre peuple, le respect de tous ceux qui ont donné leur vie pour défendre l'Ukraine contre l'agression russe. Donald Trump avait initialement donné jusqu'à jeudi à Volodymyr Zelensky pour accepter son plan. Mais samedi, le président américain a finalement affirmé que cette proposition n'était pas sa dernière offre. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez avec nous pour la suite du programme. Au revoir.